Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat avant qu'on démarre pour savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien pour qu'on puisse démarrer. Ok, parfait. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir démarrer. Donc, déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur freelance, comment bien se lancer et choisir son statut. Alors, très rapidement, moi, c'est Tiffany. Je suis la responsable marketing de Cherrypick. Cherrypick, on est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises. On est avant tout une communauté d'experts dans la tech et la transfo digitale. Donc, notre but, c'est de vous trouver des missions qui vous correspondent et de vous accompagner au mieux dans votre vie de freelance. Et je vous présente aujourd'hui Jeanne, qui nous a rejoint lundi pour un stage. Et donc, je vais laisser très rapidement Romain, Nicolas et Sabrina, qui sont aujourd'hui présents pour ce webinaire, se présenter. Donc, je ne sais pas si Romain, tu veux démarrer. Allez, je vais commencer. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis cofondateur chez Embarque. Embarque est une société de portage salarial, donc c'est moi qui vais parler des choses les moins marrantes. Voilà. Nicolas. Nico. Les dames d'abord. Alors moi, je suis Sabrina, je suis team lead sur le customer support de Simplitou. Simplitou accompagne et assiste les entrepreneurs dans la création de leur société, de leur association, et on accompagne aussi nos entrepreneurs lorsqu'ils souhaitent protéger leur marque. Et du coup, moi, donc bonjour à tous, je suis Nicolas Lechon, je suis social media manager pour la société Betao, donc qui comprend les marques Portail Auto-Entrepreneur et Simplitou. Je suis également administrateur du groupe Facebook La Communauté des Auto-Entrepreneurs, qui est un groupe d'entraide spécifique pour le régime de la micro-entreprise. Et pour faire simple, le portail Auto-Entrepreneur, c'est un service d'accompagnement qui est entièrement indépendant de l'administration publique et qui accompagne au quotidien les auto-entrepreneurs dans toutes leurs démarches. Top, merci beaucoup. Pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Essayez de les poser sur le moment, parce que sinon, à la fin, on aura vraiment un temps d'échange questions-réponses. Si vous avez besoin de questions un peu plus personnelles sur votre cas. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat ou dans l'onglet questions. Donc, tout d'abord, on va faire un petit point sur, avant de se lancer, quelles sont les choses auxquelles vous devez penser. Donc, tout d'abord, en tant que freelance, vous vendez comme si vous vendiez un produit. Donc, il faut vraiment définir votre offre. Donc, quel va être votre positionnement? Ça va être quoi votre promesse? À quel sera votre avantage pour les clients concrètement? Qu'est-ce que vous allez apporter pour le client? Par exemple, vous allez l'aider à développer son entreprise grâce aux ventes sur son site internet. Vous allez l'aider à développer sa transition digitale, etc. Pensez également à quels sont vos clients. Est-ce que vos clients sont toutes entreprises ou si vous préférez vous axer sur, par exemple, des startups, sur des grands groupes ou sur des secteurs? Par exemple, si vous êtes spécialisé sur le tourisme ou sur la pharma, etc. C'est des choses qui sont importantes pour vous différencier. Et votre différence, donc, est-ce que vous avez une technologie de prédilection? Est-ce que vous avez aussi peut-être des soft skills que vous voulez vraiment mettre en avant? Est-ce que vous êtes vraiment créatif, créatif, productif, etc. C'est des choses qu'il faut mettre en avant et pas que vos compétences techniques. Et vous devez également penser à définir votre TJM, parce qu'en tant que freelance, vous n'avez pas un salaire, mais un taux journalier. Et donc, pour le définir, il faut penser à quelles sont vos compétences, quels sont les tarifs du marché. N'hésitez pas à regarder sur des différents sites quels sont les tarifs moyens selon votre job, selon votre région, etc. Et prenez aussi en compte que vous avez des charges en tant que freelance. C'est pas comme un salaire où vous avez vos congés payés, etc. Vous avez toutes des charges pardon, comme la partie, vous devez penser que vous avez des congés qui ne seront pas payés, que vous devrez prendre en compte. Vous avez des charges sur la partie comptabilité, vous avez des frais, par exemple, pour votre logement, pour votre matériel, etc. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte pour définir votre. Et vous devez également créer votre entreprise. Donc, ça, je vais laisser la parole à Nicolas et Sabrina. Alors, je vais commencer par le statut auto-entrepreneur. Donc, on parle spécifiquement plutôt du régime de la micro-entreprise.
En fait, imaginez, vous avez une famille qui s'appelle les entreprises individuelles et à l'intérieur, vous avez un régime particulier qui permet en fait d'avoir des démarches simplifiées, que ce soit aussi d'un point de vue de la création, d'un point de vue de ce que vous devez au niveau fiscal, au niveau social. Donc, un régime très très simple pour vous lancer en tant qu'indépendant. Donc, ça s'appelle la micro-entreprise. Grosso modo, l'un des avantages, par exemple, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ben, vous ne payez pas de charges. Pour devenir indépendant, la chose principale à faire, ben, ça va être de s'immatriculer. Donc, je m'adresse plutôt à ton audience ici, Tiffany. Vous, concrètement, vos métiers, ça va être développeur web, chef de projet web, etc. Donc, vous allez être associé à des libéraux. Donc, il faudra vous enregistrer auprès de l'URSSAF, qui est votre CFE, Centre de formalité des entreprises compétents. Sabrina? Oui, ça va être aussi un peu pareil pour la SASU. Donc, la SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un et unique associé. C'est aussi la particularité aussi, c'est que vous créez une société lorsque vous créez une SASU. Donc, vous créez une personne juridique propre qui est totalement différente de vous-même en tant que freelance. Pour pouvoir vous immatriculer et pour pouvoir créer votre SASU, vous allez devoir apporter différents documents auprès de votre CFE qui sera le greffe, qui est le CFE privilégié lorsque l'on immatricule une SASU. Et donc, on pourra voir un peu plus tard les documents qu'il faudra apporter dans la suite du webinaire. Top, merci. Et c'est aussi gérer son entreprise. Donc, Alors, ouais. je vais reprendre un petit peu du coup à la base de l'auto-entreprise. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un régime qui est ouvert à tous. Donc voilà, il suffit en fait que vous ayez une adresse en France pour pouvoir vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça peut ne pas être forcément l'adresse où vous résidez. Il vous faut simplement la domicilier en France. Il faut être majeur ou mineur émancipé. Il ne faut pas non plus déjà avoir un numéro de SIRET. Ça, c'est important. Si vous en avez déjà un, il va falloir le cesser, fermer l'entreprise que vous avez pour en créer un nouveau. Également, pour les ressortissants hors Union européenne, il va falloir être titulaire d'une carte de séjour qui vous autorise à créer une auto-entreprise, non pas seulement à travailler. Les documents à prévoir, donc dans votre cas, encore une fois, en tant que libéral, c'est très peu de documents. Ça va être votre pièce d'identité, donc CNI, passeport ou le titre de séjour pour les ressortissants hors Union européenne. Et également une carte vitale si vous êtes déjà inscrit à la sécurité sociale. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la sécurité sociale, le fait de devenir auto-entrepreneur va vous donner des droits. Donc, voici grosso modo pour l'auto-entreprise. Pour la SASU, c'est un petit peu différent, Sabrina, il me semble. C'est ça, pour la SASU, ça va être un petit peu différent, mais en fait, je pense qu'on va revenir un petit peu plus loin quand on va introduire les documents. En attendant, pour les points auxquels il faut penser avant de vous lancer, ça va être la création de votre compte bancaire. Et notamment, pour la SASU, il faut créer un compte professionnel obligatoire qui va, dans un premier temps, vous permettre de bien distinguer le compte professionnel de la SASU, donc l'entité que vous créez, et votre compte personnel. Vous allez pouvoir aussi y apporter le capital social obligatoire de votre société. Le deuxième point auquel il faut aussi penser, ça va être de faire la déclaration de votre chiffre d'affaires, mais je suis en train de penser que Nicolas n'a pas eu le temps de dire ce qu'il fallait pour le compte bancaire en auto-entreprise, donc je te laisse reprendre la parole, Nico. Là. Oui, alors moi, la différence vis-à-vis de toi et de la SASU, Sabrina, c'est qu'en auto-entreprise, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte bancaire si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires. Néanmoins, on vous le conseille d'avoir un compte dédié. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel du tout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va être plus simple après pour votre comptabilité, en fait. Si vous créez voilà, si vous avez un compte bancaire dédié, ben après, il suffira de déclarer tous les revenus que vous allez percevoir sur ce compte auprès de l'administration. Du coup, encore une fois, l'URSSAF. Top, merci beaucoup. Et en tant qu'indépendant, vous pouvez aussi penser à votre protection. Oui, alors là, pour le coup, je vais prendre en main cette partie-là. C'est vrai que c'est un sujet qui nous passe toujours à 15 000 quand on quand on se lance en freelance, parce qu'on s'y intéresse absolument pas tout de suite, c'est sa protection.
Alors, on parle de santé, on parle de prévoyance. C'est des sujets, ouais, quand on se lance, souvent on est en bonne santé, tout va bien, mais on vient souvent du régime CDI et c'est des choses auxquelles les sociétés dans lesquelles on a été embauché pensaient déjà pour nous. Mais par contre, maintenant, étant donné qu'on est freelance, il n'y a plus personne qui nous oriente là-dessus. Et souvent, c'est des sujets qui sont absolument pas traités. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont dans des situations qui sont quand même particulièrement graves. Donc, c'est vrai que, alors, dans le cadre du portage, j'en parle parce que c'est des services que j'intègre automatiquement à l'offre de portage parce que bah, le freelance a le statut de salarié porté, donc il y a le statut de salarié. Par contre, ben, on peut aussi souscrire à ces offres quand on a une SASU, quand on a une micro-entreprise. C'est pas parce qu'on n'est pas en portage qu'on peut pas avoir ni une bonne mutuelle ni une bonne prévoyance. C'est pas le même coût, mais c'est important de l'avoir. La mutuelle, c'est important pour soi et aussi ses enfants d'avoir une mutuelle qui couvre les dépenses de santé. Parce que, alors, même si on gagne bien sa vie, les dépenses de santé, ça peut devenir vraiment conséquent. Donc, c'est pour ça, avoir une bonne couverture mutuelle, c'est important. Et même si on se lance en tant que freelance, on a envie d'optimiser son TGM, tu parlais de charges tout à l'heure, Tiffany, il y a les cotisations sociales qu'on doit payer dans tous les statuts qui existent en France. Et puis après, il y a les charges annexes, les assurances, les prévoyances. Et il y a des choses sur lesquelles il faut absolument pas lésiner, c'est ces protections-là. Parce que quand on se retrouve dans une situation délicate, ça peut vite devenir dramatique. Donc, une bonne mutuelle pour les dépenses de santé, les dépenses d'hospitalisation, c'est quand même très important. Et après, il y a un sujet alors celui-là, il est quasiment jamais traité chez les indépendants. Et c'est pour ça que même quand les gens ne passent pas en portage avec moi, je leur rappelle toujours de le faire, de ne pas oublier cette partie-là parce qu'elle est fondamentale. C'est la prévoyance. Alors, bon, effectivement, la société s'appelle Embarque et je porte une marinière, mais je vais utiliser un adage marin fait exprès. C'est qu'on navigue dans des eaux tous qui sont plus ou moins tumultueuses et un jour, on sera forcément dans une situation délicate au niveau de notre santé. Ça arrive à tout le monde, que ce soit du petit pépin ou gros pépin. Et la prévoyance, c'est le seul moyen qui permet de se prévaloir de ces risques-là. C'est le seul. Donc, la prévoyance, ça permet, alors, dans les cas d'incapacité de travail, d'être indemnisé, c'est-à-dire d'avoir un complément de revenu pour ne pas être sans rien, pour pouvoir quand même payer son loyer, très important. Alors, il y a des incapacités qui sont temporaires, il y a des incapacités qui sont plus longues, c'est important d'avoir ce genre de prévoyance. La prévoyance, ça régule aussi certaines problématiques aussi d'invalidité. Le handicap en fait partie. Ça peut arriver à tout le monde. C'est important de le préciser. Et là, si demain, on n'est plus à même de finir ou de continuer sa mission quand on est freelance, mais comment on fait? Parce que la situation peut être dramatique. Donc, la prévoyance, justement, comble ce vide qu'il peut y avoir dans le parcours d'un freelance. Et puis après, il y a les sujets les plus graves. Donc ça, c'est les cas de décès, dans tous les cas de décès. Donc là, on parle d'invalidité absolue et totale. Ça, malheureusement, c'est le cas. Et donc, effectivement, la prévoyance permet justement déjà d'avoir quasiment, pour certaines prévoyances, un contrat obsèque, un capital aussi qui est reversé aux ayants droit. Et puis aussi, après le décès, c'est des choses auxquelles il faut penser. Quand on a des enfants, après, il y a des mutuelles et des prévoyances, notamment des prévoyances qui permettent justement des rentes d'éducation. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à sa majorité, l'enfant du défunt va pouvoir toucher un capital tous les mois qui va lui permettre d'étudier, qui va lui permettre de vivre quand il y a des situations qui sont compliquées, comme des familles monoparentales. Donc, toute cette partie prévoyance n'est pas marrante, mais elle est indispensable. Et je pense qu'une fois qu'on crée sa micro ou sa SASU, je pense que c'est clinique, il faut le faire. Allez voir une mutuelle, allez voir une prévoyance, retirez le sparadrap rapidement, faites-le. Et puis une fois que ce sera fait, vous serez couvert, vous serez tranquille. Ça a un coût, mais le coût de cette tranquillité-là, déjà que quand on se lance en freelance, on est assez anxieux. Si on doit y rajouter les problèmes de santé et un problème gravissime, c'est hyper important. Et chez Embarque, on a vu 2-3 cas qui étaient gravissimes, des gens qui ont dû arrêter complètement la mission et la prévoyance les a complètement sauvés. Sinon, ils auraient été dans une misère absolue. Oui. Merci Romain. Oui, c'est vrai que c'est la partie pas très fun, mais il faut y penser pour se protéger pour le futur qui est toujours incertain, surtout quand on est indépendant, quoi. Absolument. Après, il y a une partie un peu plus cool, c'est que quand vous vous lancez en tant qu'indépendant, il existe des aides. Donc ça, je vais laisser Nicolas et Sabrina vous en dire un petit peu plus.
Alors, concernant les aides, on va retrouver un petit peu les mêmes entre l'auto-entreprise et la SASU. On a notamment l'ACRE et l'ARS. Attention, il ne faut pas les confondre, ces deux-ci. Moi, je vais parler un peu plus de l'ACRE parce qu'on s'adresse à des personnes qui, pour la plupart, ne sont pas encore lancées. L'ACRE, c'est une aide en fait, que vous allez pouvoir demander au début, lors de l'immatriculation de votre auto-entreprise. Concrètement, en fait, vous devez payer un pourcentage de cotisation. Pour vous, donc vous serez des libéraux, donc c'est 22%. Eh bien, l'ACRE, ça va vous permettre de ne payer que 50% sur une année. La première année, du coup, d'exercice de votre auto-entreprise. Donc, vous payez 11% de charges. Par contre, attention, pour pouvoir en bénéficier, il y a des conditions. Notamment conditions d'âge, avoir entre 18 et 25 ans, ou être demandeur d'emploi, etc. On a un article qui vous détaille tout ça. Je vous partagerai le lien si vous le souhaitez à la fin du webinaire, où je te donnerai, Tiffany. Si vous rentrez dans ce cadre, vous pourrez en bénéficier. Et c'est une aide qu'il faut demander dans les 30 premiers jours. Peut-être tu développes l'ARS, Sabrina? Oui, je vais peut-être ajouter aussi des différentes modalités pour la SASU, parce qu'en SASU aussi, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Néanmoins, vous allez pouvoir en bénéficier que les 4 premiers trimestres de votre activité. Mais pareil, à part ça, il y a aussi des conditions pour pouvoir en bénéficier, tout comme l'auto-entreprise. Comme le mentionnait Nicolas, vous pouvez aussi bénéficier de l'ARS. Et donc, l'ARS, c'est une aide qui vous permet de toucher 45% du montant de vos aides retour à l'emploi en 2 fois. Donc, une première fois, vous touchez 22%, 22,5% au moment de la création de la société ou de votre auto-entreprise. Et 6 mois après, si votre projet est toujours d'actualité et que votre structure est toujours vivante. Il y a aussi des conditions pour pouvoir en bénéficier, notamment, il faut que vous soyez pris en charge et indemnisé par le Pôle emploi. Donc, pour pouvoir avoir plus d'informations pour savoir si c'est vous si cela s'applique à vous, il va falloir aussi prendre contact directement avec votre Pôle emploi pour pouvoir savoir si cette aide, vous pouvez en bénéficier. En plus, vous allez avoir plusieurs autres aides. Il en existe vraiment beaucoup, notamment toutes les aides concernant le prêt. Donc, vous pouvez avoir le CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Vous pouvez avoir le dispositif NACRE. Donc, NACRE, par exemple, ce dispositif vous permet de bénéficier d'un prêt d'un montant de 1 000 à 10 000 euros que vous allez à taux zéro, c'est ce qui est le plus important et le plus avantageux, que vous allez pouvoir rembourser sous 5 ans. Il en existe plein d'autres. Dans ces cas-là, il faut prendre contact directement avec les banques qui vous permettent d'avoir ces aides-là au crédit. Et comme le mentionnait Nicolas, on a un article qui vous permet de retrouver toutes ces aides-là, à savoir à qui vous adresser, qu'on pourra vous envoyer à la fin du webinaire ou transmettre à Tiffany directement. Ouais, je vous enverrai la présentation récap avec les petits liens qui pourront vous être utiles. Tu veux que je passe à la suite? Yes. Et du coup, on va pouvoir passer enfin à quel statut choisir pour savoir un peu les avantages et les inconvénients de chacun des statuts et surtout pour que vous puissiez savoir lequel vous correspond le mieux. Donc, je vais laisser Nicolas et Sabrina vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le statut auto-entrepreneur et le statut de SASU. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait au départ. Donc, comme j'ai dit, c'était un régime qui est ouvert à tous. On peut l'exercer en complément d'autres activités. On peut être étudiant et auto-entrepreneur, on peut être retraité et auto-entrepreneur, on peut être salarié et auto-entrepreneur, ou on peut être auto-entrepreneur à titre exclusif. Pour revenir un petit peu sur les formalités, donc elles sont assouplies, beaucoup plus simples, comme je disais. Au niveau des démarches, on aura donc la création d'un compte professionnel à faire. Pourquoi? Parce qu'il va falloir payer des impôts. Donc, vous payez à la fois la CFE, cotisation foncière des entreprises, et également, là, on est en plein dans la période de déclaration de vos revenus. Donc, il faudra du coup vous créer un compte pro. Vous avez également le compte bancaire que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel vous avez, ça dépendra de votre chiffre d'affaires, mais aucune obligation d'avoir un compte professionnel pour le compte bancaire.
mais au moins un compte dédié, comme je vous disais, parce que la seule vraie obligation en auto-entreprise que vous devez faire, eh bien, ça va être de déclarer vos ressources, vos revenus. Et du coup, il va falloir faire des déclarations auprès de l'URSSAF. Vous avez deux possibilités. Vous le faites soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle. Je me permets juste un aparté pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Je vais conseiller plutôt de faire des déclarations mensuelles pour un meilleur suivi vis-à-vis de vos ARE et de retour à l'emploi. Concernant la comptabilité, vous devrez être muni d'un livre de recettes et également d'un registre des achats pour pouvoir avoir le suivi de votre comptabilité, qui est quand même beaucoup plus simple que les autres statuts. Et concernant la sécurité sociale, du coup, vous êtes rattaché depuis 2020 et la loi Pacte à la CPM, Caisse primaire d'assurance maladie. Les autres démarches facultatives, eh bien, évidemment, c'était adhérer à une mutuelle, mais évidemment, au portail d'entrepreneur, on va vous conseiller de le faire. Et également, prendre un nom commercial. Yes. Donc, pour la création de votre SASU, comme je vous le disais, lors de l'immatriculation au greffe, il va falloir apporter des documents qui sont obligatoires, sans lesquels vous ne pourrez pas créer votre SASU. Il s'agit de ces documents, donc les statuts de la société, l'attestation de capital social, l'annonce légale qui communique au tiers la création de votre société, un justificatif de domiciliation du siège social de votre SASU et un justificatif d'identité. Ce justificatif d'identité, il va être différent selon la qualité ou selon votre nationalité en tant que dirigeant, président de la SASU. Donc, si vous êtes français ou ressortissant de l'un des pays membres de l'Union européenne, dans ces cas-là, le justificatif à apporter sera uniquement votre pièce d'identité nationale ou encore votre passeport. En revanche, si vous êtes ressortissant d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, il faudra apporter un titre de séjour qui permet d'effectuer une profession commerciale en France. Et ce détail est vraiment important, puisque sans cette mention-là sur ce titre de séjour, vous ne pourrez pas être dirigeant de votre SASU. Il va aussi y avoir d'autres choses à prendre en compte lorsque vous créez votre société, notamment votre SASU. Comme en auto-entreprise, vous allez pouvoir cumuler deux différents statuts. Donc, être à la fois freelance, mais aussi être à la fois salarié ou être à la fois fonctionnaire. Dans le cadre du salariat, en principe, le cumul est totalement possible. En revanche, il faudra bien vérifier dans votre contrat de travail qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité qui vous empêche d'exercer votre activité en tant que freelance. Et dans le cas du fonctionnaire, c'est un peu plus compliqué, c'est possible, le cumul va être possible, mais il y aura certaines conditions à respecter et dans tous les cas, vous devrez en parler à votre hiérarchie ou alors lui demander son autorisation. Hop là. Du coup, pour revenir un petit peu sur les avantages et inconvénients de l'auto-entreprise, comme je le disais, la gestion au quotidien, elle est vraiment simplifiée. Les formalités sont très rapides pour pouvoir créer une auto-entreprise et obtenir son numéro de SIRET. Une fois qu'on a les bons documents, donc dans votre cas, je répète, c'était la carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour et éventuellement la carte vitale, il faut compter entre 1 et 4 semaines pour obtenir son numéro de SIRET. Le cumul qui est possible, comme je le disais, entre le fait d'être auto-entrepreneur et étudiant, retraité, salarié. Et également, à noter, là on rentre dans les choses un peu plus techniques, c'est la franchise en base de TVA. Donc, en auto-entreprise, vous êtes un assujetti non redevable. C'est-à-dire, vous la devez à un moment si vous dépassez un certain montant de chiffre d'affaires. Vous avez par contre, à l'inverse, les inconvénients, c'est-à-dire que oui, vous avez un montant maximum pour la TVA parce que vous avez aussi un montant maximum de chiffre d'affaires que vous devez réaliser sur une année. Donc pour vous, du coup, chef de développeur web, ça va être 76 600 € à ne pas dépasser. La TVA, elle se situe aux environs de 36 000 € et vous avez un seuil de tolérance. C'est-à-dire pendant 1 an, vous pourrez rester dans ce seuil sans devoir la payer, mais l'année d'après, vous allez devoir la payer. Du coup, toujours dans cette partie inconvénient, si vous dépassez ce plafond de chiffre d'affaires, eh bien, vous allez devoir sortir du régime de la micro-entreprise. La TVA, du coup, vu vous ne la facturez pas, eh ben, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, voilà, vous avez ce qu'on appelle des frais de débours, par exemple, quand vous allez acheter pour vos clients, mais vous ne pouvez pas déduire de TVA lorsque vous faites vos prestations.
Et enfin, la responsabilité personnelle de l'auto-entrepreneur est engagée. C'est vous qui êtes représentant de l'auto-entreprise et du coup, eh bien, c'est vous qui êtes responsable si vous avez par exemple des choses à avancer, notamment, je pense, à l'achat d'un ordinateur, etc. Vous ne pouvez pas vous faire rembourser. C'est des achats personnels. Alors, pour la SASU, contrairement à l'auto-entreprise, c'est vrai que la création d'une SASU est bien plus formalisée, elle est bien plus rigoureuse que la création d'une auto-entreprise. Il va aussi y avoir plus de règles de gestion à prévoir et à respecter, notamment si vous souhaitez faire des modifications de votre nom, par exemple, du nom de la société. Il va falloir maintenir et tenir une assemblée générale. Il va aussi y avoir des charges sociales qui sont un peu plus élevées qu'en auto-entreprise. Cependant, la SASU, c'est vraiment un statut qui va permettre de vous agrandir plus rapidement, plus facilement, puisque vous allez pouvoir embaucher des salariés, vous allez pouvoir aussi ajouter et intégrer un nouvel associé à votre structure, à votre projet. C'est aussi une plus grande sécurité pour votre patrimoine personnel, puisque, comme je vous le disais, lorsque vous créez une SASU, vous créez une entité juridique propre qui a son propre compte bancaire et son propre patrimoine personnel. Du coup, vous distinguez bien votre patrimoine propre du patrimoine de la société. Donc, en cas de perte, le risque qui pèse sur vous, c'est la perte de l'apport que vous allez faire que vous avez fait à votre société. Donc, si vous avez apporté 1 € à votre société, c'est le risque de perte qui pèse sur vous. Vous avez aussi une grande protection sociale puisque dans une SASU, vous êtes considéré comme un assimilé salarié, donc vous avez quasiment la même protection sociale qu'un salarié, excepté pour la cotisation chômage en fait que vous ne percevez pas et pour laquelle vous ne cotisez pas. Mais sinon, la protection la protection sociale avec ces structures-là est très intéressante. C'est généralement tous ces avantages-là et c'est généralement ce pourquoi les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons chez Simplitou choisissent cette structure-là, la SASU. Et là, on vous a préparé un tableau avec Sabrina, justement, comparatif entre l'auto-entreprise et la SASU. Pour vous faire un résumé, je pense que tu partageras le PowerPoint, Tiffany. Donc, les gens pourront comparer forme, formalité, les cas. Oui, ça vous enverrez la Également, présentation, ça vous TVA, fera chiffre d'affaires. récapitulatif pour revoir les détails après quand vous serez chez vous. Et du coup, des questions à se poser. En auto-entreprise, il y a une question que vous devez vous poser avant de vous lancer. En gros, c'est qu'est-ce que je vais facturer concrètement, parce que ça va vous permettre de bien définir du coup l'intitulé de l'activité que vous souhaitez exercer. Donc, ce que je comprends, c'est que la majorité de l'audience, c'est pour développeurs web, etc. Donc, ça va être plus simple. Vous serez tous des libéraux auprès de l'URSSAF, mais au moins, ça va être essentiel dans l'obtention de votre code APE. Alors, code APE, c'est imaginé comme un registre qui vous dit, ben, vous faites exactement cette activité. Pourquoi j'en parle également maintenant? Parce que tout à l'heure, dans les aides, j'avais parlé je mettais en évidence le fonds de solidarité. Donc, c'est pas une aide qu'on peut déclencher au moment du lancement de son activité, mais elle est aujourd'hui importante. On le voit, on fait face à une crise mondiale et la France en fait aide en fonction du code APE. La DGFiP a une liste et selon ce code APE va donner ou non cette aide du fonds de solidarité. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien pouvoir s'enregistrer dès le départ et d'être sûr et certain que l'intitulé de son activité correspond à ce qu'on facture au quotidien. Après, les autres questions, c'est plus pour mettre en parallèle l'auto-entreprise et la SASU. Donc, souhaitez-vous avoir des associés ou des salariés dans un futur proche? Si vous voulez être seul, indépendant, vous allez être en auto-entreprise. Si vous voulez voir pour avoir également des associés, ce sera plus la SASU. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument.
Du coup, on a aussi, on a aussi d'autres questions qui vont vous permettre, vous, de choisir. Et, et notamment, si vous souhaitez, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, si vous souhaitez avoir plus des associés ou des salariés dans un futur proche, il faudra penser à la SASU. Alors que si vous souhaitez commencer à votre rythme et si vous ne pensez pas avoir d'associés ou avoir à embaucher un salarié, là, l'auto-entreprise sera totalement recommandée pour vous. Il va y avoir d'autres questions, notamment sur la responsabilité de qui pèse sur votre patrimoine personnel ou sur celui de la société. Donc, en cas de risque de perte, si vous souhaitez avoir un patrimoine bien distinct de votre société, il faudra penser à prendre une SASU, alors que si vous ne vous en faites pas et que c'est pas un de vos critères, l'auto-entreprise sera totalement recommandée pour vous. Idem pour les charges sociales que vous payez, ça va de pair. Vous payez moins de charges en auto-entreprise, du coup, vous avez des protections qui sont un petit peu plus légères, on va dire, notamment vis-à-vis de la protection sociale, concernant la retraite également. La SASU, c'est différent, vous allez payer plus de charges, mais vous bénéficierez d'une protection plus renforcée. On va avoir un autre point sur les formalités. Donc, vous avez vu que en auto-entreprise et en société, donc la SASU, les formalités sont un peu différentes. Si vous souhaitez aller très très vite, si vous êtes prêt à commencer dès demain et que vous ne voulez pas vous enquiquiner avec un tas de paperasse administratif, l'auto-entreprise sera un peu plus pour vous. Alors que si vous souhaitez avoir des règles beaucoup plus claires, des règles qui sont bien rédigées dans vos statuts et que vous souhaitez prendre un peu plus de temps pour pouvoir monter votre projet, la SASU sera recommandée pour vous. Et enfin, au niveau du capital, une auto-entreprise, vous n'avez pas besoin d'apport de capital au départ. Vous pouvez commencer les démarches d'immatriculation et vous lancer. Au contraire de la SASU, si vous voulez apporter un capital au départ, ce sera la meilleure forme juridique. Merci beaucoup, Nicolas et Sabrina, pour avoir expliqué un peu mieux ce qu'était la différence et les différents avantages et inconvénients de ces deux statuts-là. Et oui, il y a un autre statut qui existe pour un peu plus de sécurité, de simplicité de votre côté, c'est le portage salarial. Donc ça, je vais laisser Romain vous expliquer. Alors oui, on va parler du portage. Donc c'est un peu le troisième pilier du freelance. En fait, quand on est freelance, effectivement, on peut créer une micro, on peut avoir une SASU, une société, une EIRL, et pour le coup, on peut aussi être en portage salarial. Alors, ça s'oppose complètement à ces deux autres disciplines parce que le portage salarial, on va arriver sur un statut où effectivement on va se rapprocher du statut salarié, où là il n'y aura quasiment aucune obligation juridique et administrative. On se détache quasiment de toutes ces obligations-là pour se consacrer uniquement sur la mission. Alors effectivement, c'est pas le statut où on peut optimiser le plus, c'est pas le statut où on peut entre guillemets bricoler le plus, c'est le statut, on va dire, le plus confortable et aussi celui sur lequel les cotisations sociales sont les plus importantes. Donc ça il faut le savoir. Alors pour la présentation magistrale du portage, du coup on va essayer de commencer. Je vais essayer effectivement de me détacher un peu de la présentation et de le faire avec un petit peu de logique. Alors déjà, l'explication du portage, il faut savoir que le portage n'est plus du bricolage. Ça l'a été depuis les années 2000, il faut le savoir. Et heureusement, 2010, 2015, on est rentré dans le code du travail et ça nous a permis d'avoir une vraie loi qui nous encadre. Et ça, c'est quand même bon pour le cadrage et pour la clarté de la profession. Ça, c'est très important. Donc maintenant, le portage a une loi, a une ordonnance. Depuis 2017, le portage a même une convention collective. Donc ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une vraie dynamique et une vraie reconnaissance sur le marché du travail. Donc maintenant, le portage salarial est une profession réglementée au même titre que l'intérim. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous permet de faire les choses avec beaucoup plus de clarté. Le portage salarial, globalement, c'est très simple. C'est même enfantin. C'est une société tierce.
en l'occurrence ici Embark, qui va s'occuper de contractualiser avec le client d'un freelance, de facturer, de recouvrir la facturation. Et cette facturation, on va s'occuper de le transformer en bulletin de salaire, ce qui va permettre, dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD, de portage. En portage, il n'y a plus que 2 types de contrats. Donc, ça va permettre au consultant d'avoir tous les avantages du régime général dans le cadre de sa mission freelance. Donc, en fait, c'est un statut un peu hybride. On est freelance, mais on est aussi salarié de la société de portage. Donc, par ce biais, on va pouvoir avoir la sécurité sociale, la retraite complémentaire, mutuelle et prévoyance, on en parlait tout à l'heure. On va pouvoir avoir la formation, la retraite, je l'ai déjà dit, et surtout, mais aussi et surtout, les cotisations. On va cotiser pour le droit de l'assurance chômage, donc le Pôle emploi. Donc, c'est hyper important parce que ça permet une vraie sécurité. Au-delà de ça, là, c'est la société de portage va s'occuper de sécuriser le freelance sur son activité avec une assurance RC Pro. S'il était amené à mettre le feu dans les, dans les locaux de son entreprise, il serait assuré, il n'aurait pas à payer toute sa vie pour cette faute. Donc, globalement, le portage, chez Embark notamment, il y a des petits matelots qui vont s'occuper de tout, justement, pour que le salarié porté, le freelance, soit dans le confort le plus total, de la première prise de rendez-vous où on fait les simulations, j'en parlais avec Abdoulaye qui nous a envoyé un chat, jusqu'à l'émission du premier bulletin de salaire, on s'occupe de tout et le consultant a des petits matelots qui s'occupent de lui et qui le mettent vraiment dans un cocon, ce qui lui permet d'être le plus confortable possible. Le portage est parfois un tremplin, c'est parfois une solution durable, voilà, ça dépend. Alors, effectivement, les avantages du portage pour le consultant porté, il y en a quelques-uns. Je vous le disais, la simplicité comptable, il n'y a plus rien à faire. Sur les SASU et les micro-entreprises, il y a quand même des dynamiques un petit peu plus entrepreneuriales où il faut quand même s'occuper. C'est pas infaisable, il faut s'en occuper, c'est tout. Là, on n'a absolument rien à faire. Et ça, c'est vraiment le coût du service, j'ai envie de dire. C'est ce qui permet aussi à certains consultants de se lancer. Puis après, d'aller sur des SASU ou des micro-entreprises quand ils sont un petit peu plus à l'aise déjà dans leur mission pour pouvoir gérer un peu plus d'administratif à côté. La facturation n'a plus de secret pour nous, effectivement. Donc, quand on est une société de portage, on facture. Et il faut savoir facturer, il faut savoir se faire référencer. Alors, comme je le dis toujours, quand on envoie une mauvaise facture au boucher du coin, bon, on va le voir, on rectifie la situation en 10 minutes et c'est marre. Par contre, quand on envoie une mauvaise facture à Total ou à certains grands groupes, je pense que ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est important d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font sur ce point-là. Et puis, au-delà de ça, la facturation, il y a une autre problématique qu'on oublie, c'est son recouvrement. Il faut qu'elle soit payée. Alors, comment le faire tout en restant élégant avec son client? Comment le faire pour que ce soit effectif, pour qu'un jour ça arrive sur le compte bancaire? Et comment faire quand elle n'est pas payée du tout? Donc là, dans ce cas-là, le cabinet de portage va s'occuper de mobiliser un cabinet d'avocats pour aller rechercher les fonds dus par le client, qui est parfois en difficulté, parfois de mauvaise foi. Mais étant donné qu'il y a un cabinet de portage avec une ossature financière un peu plus importante, les clients s'amusent un peu moins à ça avec les sociétés de portage et essayent moins de faire pression sur les freelances en termes de délai de paiement quand il y a une société de portage qui a une certaine ossature au milieu. Donc ça, c'est important de le savoir. Le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai que dans la présentation, c'est très bien dit. C'est vrai que là, en fait, du jour au lendemain, un contrat de portage, ça peut être mis en place. Donc, vous me contactez aujourd'hui. Abdoulaye, si tu dois signer ta mission cet après-midi, dans l'après-midi, ce sera fait. L'onboarding sera commencé. Donc, globalement, c'est très rapide. On a digitalisé l'approche. Donc, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est uploader quelques documents et puis après signer. Donc, c'est tout ce qui sera demandé. Même s'il y a une belle phase d'explication avant et d'accompagnement, ça va quand même très vite. Et puis, après, du côté des avantages, les avantages sociaux. En le portage, c'est vrai, on parle mutuelle, prévoyance, droits sociaux. Vous avez aussi la possibilité de cumuler le portage avec n'importe quel type d'activité. Vous pouvez être en portage et en CDI en même temps. D'ailleurs, historiquement, c'était un peu ça. C'était des gens en CDI qui commençaient des missions, mais qui ne voulaient pas particulièrement ouvrir une structure. Donc, ils facturaient via le portage ce complément d'activité. Puis, quand ça marchait bien, ils basculaient complètement en portage ou en société. Donc, le portage, c'est un régime qui est assez permissif, donc très intéressant.
Et puis après, aussi être en portage, ça permet aussi de sortir d'une sorte d'isolement. D'une certaine façon, quand on devient freelance, on a toujours ceux qui disent t'inquiète pas, je serai là, je vais t'accompagner. Et puis on se retrouve un petit peu dans un océan de solitude. Et donc le portage salarial, c'est avoir une société qui vous accompagne et qui aussi vous met en relation. Ça peut être avec Cherrypick, ça peut être aussi avec d'autres cabinets, ça peut être avec des professionnels du secteur. C'est des choses qu'on peut faire. Vous intégrez comme une communauté. Et historiquement, chez Embarque, quand on avait encore le droit, on faisait des soirées. Mais là, je pense qu'on est, on va être bloqué pendant un petit moment. Voilà. Effectivement, donc le portage, c'est la façon, à mon avis, la plus simple et la plus, à mon avis, une des plus sécurisantes pour devenir freelance. Dans le cadre du portage, petit rappel aussi historique, grâce justement au ministère du Travail cette année, on a pu appliquer le chômage partiel. C'est-à-dire que par les temps qui courent, par les temps de Covid, il y a eu des missions qui se sont suspendues, pas arrêtées, mais suspendues. Et dans ce cas-là, tous les salariés qui étaient en portage et qui pouvaient le justifier avec une justification valide et valable du client ont pu bénéficier du chômage partiel. Chômage partiel, c'est quand même payé justement dans le cadre d'une suspension de mission alors que on ne peut plus travailler. Donc, c'est une sorte de prévoyance qui s'est mise en place et financée par l'État. Donc, quand même intéressant, qui est toujours possible dans les cas qu'on peut voir actuellement, avec des suspensions de mission. Donc, globalement, le portage salarial a permis à certains freelances de sécuriser leur position et puis d'avoir un complément de revenu alors que la mission était arrêtée. Et pour ceux pour qui les cas ont été les plus gravissimes, avec un arrêt complet de mission, ils ont pu derrière avoir le Pôle emploi. Et oui, quand on est en portage, on a cotisé pour le Pôle emploi, donc on peut derrière avoir une allocation complémentaire de revenus auprès du Pôle emploi pendant le temps qu'il faudra pour retrouver une mission. Donc ça, c'est plutôt sécurisant pour un consultant qui est parfois un petit peu amené à ouvrir, fermer une mission selon le bon vouloir du client. Donc le portage, c'est une discipline qui permet de déprécariser un statut qui est historiquement et logiquement un peu plus précaire que le CDI. Voilà. Alors, Embarque, pour la petite présentation, Embarque, c'est une société que j'ai le bonheur de cofonder. Donc, il y a maintenant quasiment 4 ans. Au départ, on a été fondé dans un contexte qui était un peu particulier pour le portage. Donc là où, effectivement, il y a eu quelques mises en examen pour suspicion de fraude. Donc, on avait vu ça avec le cofondateur Clément, avec qui on a fondé Embarque. On a décidé de faire un modèle éthique, transparent, bienveillant. C'est pas du bullshit, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce qu'on est vraiment comme ça. Un peu brutaux, un peu comme des matelots. Et d'ailleurs, Embarque, la marque Embarque nous va très bien. Un peu brutal dans la façon d'approcher les choses, mais au moins clair, net, précis. Et la bienveillance, c'est dire à quelqu'un ce qui va lui arriver, que ce soit bien ou mal, mais lui dire. Et donc ça fait partie de notre ADN depuis le début. Effectivement, on a une équipe qui est assez jeune. La moyenne d'âge, je pense, ça doit être un peu moins d'une trentaine d'années. Donc, on a décidé vraiment d'avoir vraiment un service avec une certaine excellence opérationnelle. On veut vraiment des jeunes matelots qui soient investis, qui mouillent la marinière pour leurs consultants et qui soient aussi, avant d'être des professionnels de la forme, avoir un beau produit en barque, c'est important, mais être des professionnels du fond. Nous, notre métier, c'est du droit social, du droit commercial. C'est important. On a mis les mains dans les cahiers dans le moteur avant de faire du portage. Donc, on sait de quoi on parle malgré notre jeune âge. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais nous le reprocher. Un service client qui envoie du bois, effectivement, Abdoulaye, tu m'as dit que tu en avais besoin pour tout à l'heure. On s'appelle entre midi et 2 et puis on fait le point sur le dossier. Puis après, s'il faut, on avance. Peu importe que ça marche ou ça marche pas, on ne pourra jamais nous reprocher de ne pas avoir été réactif. Effectivement, à l'époque où la présentation a été faite, on avait 2 ans et Embarque avait accompagné 300 consultants. Maintenant, on est à un peu plus de 3 ans et un petit peu plus de 600 consultants en tout. Donc, on a quasiment doublé et Embarque, à mon avis, va rentrer dans à mon avis, facilement les 10 plus grosses sociétés de portage de France. Voilà. Alors après, on a eu des réflexions sur le portage salarial, sur la volonté de se projeter sur l'avenir du portage. Et c'est aussi pour ça que cette année, on a développé une app
une app qui permet de digitaliser tout le process de portage, de tout crypter sur DocuSign. Et à mon avis, on est devenu une des sociétés de portage les plus tech du marché, si ce n'est la société de portage la plus tech du marché. Voilà. Alors, Embark, c'est une bonne chose. Et puis après, il y a aussi l'éthique d'Embark. Je vous parlais d'éthique, de bienveillance, de transparence. Effectivement, ben ça, on arrive à avoir un discours parfaitement transparent, qui se couple aussi avec un label aussi auquel on a participé, qui nous a été présenté par Sylvain Mounier. Et effectivement, les sociétés de portage prennent parfois des frais cachés. Donc, je voyais la remarque tout à l'heure de Bastien qui poussait sa société de portage à 5%, mais est-ce que c'est vraiment le pourcentage le plus intéressant? Mais je pense pas. Alors nous, on a passé un label zéro frais caché qui permet d'être sûr que, à part la marge qu'on vous prend, il n'y a rien d'autre qui va vous être ponctionné sur votre bulletin de salaire. Parce que le grand malheur, c'est qu'un bulletin de salaire, je pense qu'il n'y a même pas 5% de la population qui est capable de le lire, ne serait-ce que correctement. Et en fait, on pourrait glisser des petits frais cachés, des petites choses un petit peu à droite à gauche. Et donc, ce label est un audit complémentaire, en plus de notre commissaire aux comptes, qui permet justement de vous assurer qu'à part la marge qu'on prend, il n'y a rien d'autre. Il n'y aura pas de petits frais cachés, de petites magouilles. C'est ce qui nous permet aussi d'asseoir un peu cette dynamique de bienveillance et d'éthique. Et c'est ce que je dis toujours. Et on passe ensuite à la partie simulation. Les simulations qu'on vous envoie sont volontairement et grossièrement bien détaillées pour que vous puissiez voir que globalement, tout ce qu'on vous propose, tout ce qu'on va cotiser pour vous est justifié. L'ADN d'Embark, c'est hyper important. Et c'est pour ça que le pourcentage, c'est une bonne chose. La qualité de service, à mon avis, c'est fondamental. La réactivité, mais aussi, derrière, dans les simulations de revenus, comparer les nets à payer. Parce qu'il est très probable que chez un concurrent, un confrère, un concurrent, vous ayez à 3% de frais de gestion, 400 € de moins sur le net à payer. Et alors ça, c'est miraculeux, c'est magnifique. C'est pour ça que ne comparez jamais vraiment les pourcentages de frais de gestion, mais comparez plutôt les nets à payer dans les simulations et demandez des simulations sèches sans frais professionnels. Et c'est là qu'on voit un petit peu les pratiques et puis plus ou moins bonnes de certaines sociétés de portage. Et nous, on prône une bienveillance et une transparence complète. Et après, si vous voulez nous challenger sur des cotises, on est là pour ça, on saura y répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, l'offre d'Embark, quand vous êtes en portage salarial, le service client, très important parce que vous allez avoir des account managers qui vont vous accompagner, alors qui vont faire votre onboarding sur une app, vous allez tout pouvoir gérer sur l'app, mais qui vont aussi prendre contact avec votre client et rédiger le contrat de prestation de service. Il y a du droit là-dedans. Donc, ça veut dire que on va prendre contact, on va commencer à rédiger un premier modèle, parfois retravailler celui de votre client. C'est un boulot de juriste. Donc, c'est pour ça, la qualité de l'accompagnement et le savoir-faire des gens qui sont derrière, c'est fondamental. Là, je pense qu'on a signé effectivement plus de 600 contrats depuis le début d'Embark et on les a fait nous-mêmes. Donc, chez Embark, il y a que des gens qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience sur le métier et vous n'aurez jamais le stagiaire en formation qui ne sait pas vraiment et qui va vous orienter. C'est des sujets qui sont trop graves pour se permettre une certaine souplesse à ce niveau-là. Vous aurez toujours des gens qui, justement, savent de quoi ils parlent. C'est important. Donc, on vous met à disposition notre app. On vous met du coup à disposition aussi des services d'avance de trésorerie. En portage, ce qui est important, c'est d'avoir son salaire en fin de mois. Mais quand le client paye à 60 jours ou à 90 jours pour certains grands donneurs d'ordre, comment on fait? Et du coup, Embark se transforme en banque finalement et donc s'occupe justement d'avancer les fonds alors que la facture n'est pas payée. Donc ça peut être vraiment utile pour certains freelances qui subissent un peu les délais de paiement qui sont un petit peu lourds parfois. On gère effectivement la facturation, le recouvrement, la rédaction et aussi on vous met à disposition des partenaires, mais des partenaires qui nous ressemblent. Alors nous, on a voulu souffler un vent nouveau sur le portage salarial, on a voulu dépoussiérer la discipline. Ça aurait été bizarre qu'on vous mette des partenaires qui sont des dinosaures. Donc globalement, la mutuelle, c'est Alan. Ils ont réussi à rendre sexy ce qu'il n'avait jamais été en 20 ans, la mutuelle d'entreprise. Expérience exceptionnelle. Swile, les tickets resto, pareil, expérience au top. On va faire pareil pour le comité d'entreprise avec Lito, qui s'occupe de digitaliser, de rendre l'expérience du comité d'entreprise super cool. Donc, tous les partenaires qu'on met à disposition sont dans la même veine
que les matelots de chez Embarque. Et ça, c'est hyper important. Et puis bon, Embarque, maintenant, il y a 3 bureaux. Donc effectivement, le bureau historique rue du Chemin Vert à Paris. Donc c'est là où tout a commencé. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir 2 autres bureaux, un à Marseille, sur le Vieux-Port, avec Clément qui l'anime, et un à Lille, étant donné que je suis un ch'ti. Et ouais, il y a des matelots ch'tis, ça existe. Et donc effectivement, c'est moi qui anime le bureau de Lille. Voilà. Donc pour toute demande d'information après, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse contact @embarque est la meilleure. Vous pouvez aller sur notre site, découvrir un petit peu l'univers des matelots, faire une demande de recontact et on recontacte dans l'heure. Et chose promise, chose due. Voilà pour le portage. J'espère que c'était pas trop long ni difficile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Romain. Donc ouais, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Après, si vous voulez avoir un peu plus de détails, je peux vous inviter sur scène pour qu'on voit aussi votre caméra et que vous nous expliquiez un petit peu plus votre cas. Et sinon, n'hésitez pas à contacter Romain, Nicolas ou Sabrina pour voir un peu plus en détail comment avancer avec eux, quel statut peut-être choisir si vous avez d'autres questions. Mais en tout cas, là, si vous avez encore des petites interrogations, n'hésitez pas, c'est le moment. Et après, vous pourrez retrouver le webinaire en replay et je vous enverrai aussi la présentation avec les petits liens utiles pour vous, pour que vous puissiez y revenir à tête reposée. En tout cas, merci Romain, Nicolas et Sabrina. Merci Tiffany pour l'invitation. Ouais, est-ce que dans le chat, des dernières questions? Non, ça va, tout a été… Est-ce que je peux me permettre un mot de la fin, peut-être, Tiffany? Ouais. Moi, ce que je veux dire, tout simplement, c'est vraiment lancez-vous, hein, vous n'avez rien à perdre, que vous choisissiez la micro-entreprise, la SASU ou le portage salarial. Dans tous les cas, l'important, si vous avez un projet, c'est de se lancer et c'est d'oser. Si vous optez plutôt pour la micro-entreprise, je représente le portail auto-entrepreneur, eh bien, vous avez des équipes qui sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions que vous préférez avant de contacter le portail auto-entrepreneur, eh bien, vous avez notre groupe Facebook, dont je parlais en tout début de webinaire, qui s'appelle la communauté des auto-entrepreneurs. On vous répond avec mon équipe avec plaisir. On a lancé également un podcast qui s'appelle le podcast auto-entrepreneur et qui reprend de véritables histoires d'auto-entrepreneurs qui sont lancés et également nos conseillers qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe de l'autre côté de la réalisation des dossiers. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. C'est la même chose du côté de Simplitoo. Qu'est-ce que tu peux en dire, Sabrina? En effet, on va aussi avoir une équipe qui est prête à vous répondre pour pouvoir vous apporter de l'aide ou répondre à vos questions avant de vous lancer dans la création de votre société. Donc, je pourrais remettre notre adresse email de contact ou notre numéro de téléphone dans le chat. Et on a aussi un groupe Facebook, une page Facebook sur lequel vous pourrez poser des questions après vous être inscrit. Top, merci beaucoup. Romain, il y a une petite question pour toi. Mathieu qui demande comment ça se passe en portage salarial, les congés payés. Alors, les congés payés alors c'est une bonne question. Les congés payés sont intégrés effectivement dans la rémunération. Une société de portage salarial transforme de la facturation en bulletin de paye. Donc, globalement, dans les lignes d'écriture du bulletin de paye, les congés payés doivent apparaître. Donc, les congés payés, pour la bonne pratique du portage salarial, sont payés tous les mois et donc font partie de la décomposition du brut. Pour information, un sujet très intéressant, un peu compliqué, mais un brut en portage salarial se compose d'une rémunération de base, d'une rémunération complémentaire, la rémunération de base étant la rémunération en dessous de laquelle nous ne pouvons pas porter certaines personnes. Effectivement, en portage salarial, il faut absolument avoir un certain niveau de revenu pour pouvoir être porté. Supérieur, donc en gros, par rapport à un TGM, c'est un TGM supérieur à 250. Au-delà, en dessous, on ne peut pas porter quelqu'un. C'est impossible. Donc, le portage se décompose, la rémunération se décompose en une rémunération de base, une rémunération complémentaire, une prime d'apport d'affaires, c'est une ligne d'écriture, c'est comme ça, c'est obligatoire, qui représente 5%, et les congés payés, qui représentent 10%, avec le calcul du plus favorable, soit 2 jours et demi, soit 10%. Donc, globalement, les congés payés sont intégrés dans le bulletin de salaire et payés chaque mois.
Mais par contre, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a des congés payés à intégrer au bulletin que vous allez gagner plus. En fait, nous, c'est des calculs itératifs. Donc, tout dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous gagnez plus de chiffre d'affaires, vous aurez plus de salaire et donc un montant de congés payés plus important. Mais si vous en avez moins, vous aurez moins. Mais globalement, c'est les vases communicants. Top, merci. Et ouais, Mathieu, c'est pas parce que vous êtes freelance et pas salarié que vous n'avez pas le droit de prendre des vacances, mais il faut bien en parler avec le client avant de démarrer la mission. En général, ça pose pas de problème. Il faut juste que tout le monde soit transparent et en parler avec la personne avant. Alors, pour le coup, je rebondis aussi sur les histoires de congés. Effectivement, en portage, on les paye tous les mois. Par contre, quand on reçoit le chiffre d'affaires, Embarque met à disposition une app qui est toute sexy, toute belle et qui permet aussi de faire des provisions. Donc, globalement, c'est comme un compte bancaire. On peut mettre un petit montant de côté pour quand on partira en congé, pour ne pas rien avoir. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, effectivement, les congés payés sont forcément intégrés dans le bulletin de salaire, mais on peut avoir des dynamiques aussi d'épargne, entre guillemets, de mise de côté pour justement quand on partira en congé payé. Et après, effectivement, quand vous êtes freelance, vous barrez pas en congé comme ça, demandez quand même à votre chef de mission, faites ça en bonne intelligence et globalement, ça se passera bien. Top, merci beaucoup. Et donc, oui, n'hésitez pas après à recontacter Sabrina qui a remis les contacts pour en savoir plus sur la SASU. N'hésitez pas à contacter Auto-entrepreneur pour la partie Auto-entrepreneur qui a expliqué un petit peu Nicolas. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Sinon, on va vous laisser libre. Alors, il y a une petite dernière question sur la formation. Ah oui. Est-ce que j'ai le temps Vas-y. Allez, on y va. Donc, comment se passe la formation en portage salarial? Alors ça, c'est un autre gros sujet. Quand on est freelance, il faut s'auto-former parce que il faut toujours être au top de la technologie parce qu'il y a personne qui va s'occuper d'un plan de formation pour vous. Vous allez être vraiment indépendant dans votre plan de formation. Et là, pour le coup, être en portage salarial est un vrai avantage parce que vous cotisez auprès de l'OPCO, donc l'organisme de collecte de la cotisation formation. Donc, vous cotisez auprès de l'OPCO de la société de portage qui va vous permettre d'aller taper dans un catalogue de formation qui va permettre de vous renforcer sur votre cœur de métier. Et puis, c'est des formations qui seront de facto gratuites. Donc, vous allez pouvoir utiliser le budget formation de la société de portage pour vous former. Donc, ça, c'est très important. Et le gros avantage des OPCO des sociétés de portage, c'est qu'elles ont les moyens parce qu'on cotise beaucoup et assez peu de formations sont utilisées. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes, je ne sais pas, dans la finance, dans l'IT, il faut s'auto-former régulièrement et dans le cadre du portage, vous pouvez utiliser du coup le LOPCO et les cotisations formation de la société de portage, ce qui vous permet déjà, vous cotisez, vous y avez le droit, mais aussi des formations gratuites. Voilà. Top, merci beaucoup. Je pense que on va vous laisser libre, on va vous laisser manger et profiter de votre journée. Mais merci à tous d'avoir participé. Merci encore à Nicolas, Sabrina et Romain. C'était hyper complet et clair. Donc après, encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas à les recontacter. Ah, une toute dernière question. Alors, en portage salarial, freelance, on doit vraiment respecter le nombre d'heures max par semaine, 48 heures. Alors, effectivement, déjà, quand on est en freelance, déjà, on facture la journée. Donc, c'est des forfaits. Donc, le nombre d'heures, vous pouvez travailler globalement 5 heures ou 15 heures par jour. Nous, on ne pourrait pas déclarer, on ne pourra pas transformer ça en bulletin de salaire qui dépassera le quota légal. Après, plus vous avez de facturation, plus ça vous fait un gros bulletin. Par contre, nous, on ne pourra pas déclarer, étant donné en plus qu'on est au forfait jour, plus que le maximum. Donc, c'est pas qu'il faut le respecter, c'est qu'on ne pourra pas aller au-delà. Donc, c'est globalement, le nombre d'heures sera réduit, ce qui n'empêchera pas d'avoir la rémunération en phase avec votre chiffre d'affaires. C'est juste que le nombre d'heures sera le même, ou le forfait jour sera le même. Par contre, votre rémunération va augmenter. Après, en freelance, oui, des freelances qui travaillent tous les jours, même le dimanche, oui, malheureusement, c'est le commun de la profession. Par contre, effectivement, nous, on ne peut pas aller au-delà. C'est ça qui est important. Ok, merci. C'est un calcul itératif.
plus vous avez de chiffre d'affaires, plus vous aurez de rémunération, sauf qu'elle sera toujours calculée sur le même nombre d'heures. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et je vous envoie dans la journée la présentation pour que vous ayez toutes les infos à portée de main. Et puis, vous pouvez aussi retrouver le replay. N'hésitez pas à le partager aussi si certains seraient intéressés pour savoir un peu mieux comment choisir son statut en freelance. Et donc, merci encore à tous et bonne journée, bon appétit. Ça marche. Merci beaucoup, Fanny. Au revoir. Salut.